par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, maître Peter Kazadi à main droite, et comprenait en son sein le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le ministre de le vice-ministre de la Justice, et la délégation a été complétée par le leader général de Forces armées de la République démocratique du Congo, parce qu'il était, entre autres questions, de situer la responsabilité des militaires dans ce qui s'est passé et d'en tirer les conséquences. Depuis samedi soir que la délégation est sur place, vous avez été quotidiennement informés des activités qu'ils ont tenues dès leur arrivée, le lendemain avec la descente sur le site où il y a eu les événements, mais aussi toutes les décisions qui en sont ressorties, notamment le rappel du gouverneur militaire Ndima à Kinshasa, qui est revenu d'ailleurs dans le même avion que le vice-premier ministre ici à main droite. Et donc, et surtout que la première activité, je dois le mentionner, consistait pour la délégation gouvernementale de discuter avec les familles pour voir dans quelle mesure identifier les personnes qui ont été touchées et voir comment le gouvernement allait intervenir pour exprimer la compassion, parce que c'est un événement qui nous a tous attristés et pour lequel le gouvernement tenait à exprimer sa solidarité. Et c'est même pour ça que le gouvernement s'est engagé, notamment à accompagner les familles dans l'organisation des obsèques. Voilà un peu, s'il faut remettre les questions en perspective, il y en avait de plusieurs dimensions. Et ce soir, conformément à notre tradition de redevabilité, le vice-premier ministre s'est mis à notre disposition pour nous faire le point de ce qui peut être dit sur cette mission gouvernementale, parce que vous le savez qu'il y a un procès en flagrance qui a commencé hier, et donc nous ne pourrons pas anticiper sur les conclusions de ce qui est pendant devant les juridictions, mais les informations sur le contexte et sur l'action ou l'intervention du gouvernement, nous avons pensé que c'était crucial que nous puissions avoir cette séance des restitutions pour permettre à tous les Congolais qui ont suivi ces sujets d'être édifiés. Monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie pour votre disponibilité à nouveau ce soir, cette fois-ci pour nous faire la restitution de ces événements qui nous ont tous troublés. Et je rappelle d'ailleurs que vous êtes parti immédiatement après votre présentation devant la police qui dépend de qui se situe dans votre domaine de compétences. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en guise d'introduction au terme de la mission que vous avez conduite dans la ville du Nord Kivu, dans la ville de Goma en province du Nord Kivu? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Je remercie aussi les amis de la presse qui ont répondu à votre invitation. C'est à travers eux que nous rendons compte à la nation pour laquelle nous sommes au service. Comme vous le savez, c'est depuis le 1er septembre que nous nous sommes rendus sur décision du président de la République à Goma, dans le but de nous enquérir des faits qui s'étaient produits le 30 août à Goma. Notre délégation était composée de moi-même, du vice-premier ministre en charge de la défense nationale et anciens combattants. Il y avait également les ministres des droits humains ainsi que le vice-ministre à la justice. Une fois arrivé dans la soirée du samedi 1er septembre, nous nous sommes mis à élaborer notre calendrier de travail, ce qui nous a pris pratiquement toute la nuit puisque nous sommes arrivés le soir. Et le dimanche matin, nous avons commencé à recevoir les responsables militaires, disons tous les responsables sécuritaires sur la ville de Kinshasa. Sur la ville de Goma. Sur la ville de Goma. Parmi ceux que nous avons reçus, ils étaient nombreux. Vous me permettrez d'énumérer quelques-uns pour montrer l'importance de ce que nous avons fait. Nous avons commencé par les gouverneurs militaires. Ensuite, c'était le commandant de la 34e zone de défense et toute son équipe, tout son staff, ses adjoints. Nous avons consulté les vice-gouverneurs, les commandants de la police, ainsi que certains membres de son équipe. Nous avons consulté l'ANER et la DGM. Nous avons aussi consulté les membres de la société civile.
commençant par l'évêque de Goma qui était venu nous voir, différentes délégations des caucus intercommunautaires, jusqu'au mouvement des jeunes, les mouvements citoyens. Donc, bref, nous avons consulté toutes les couches sociales de la province de Nord Kivu qui s'est trouvée à Goma. À l'issue de ces entretiens, nous avons essayé de comprendre les problèmes tels qu'ils s'étaient posés. C'est ce qui avait conduit très tard dans la nuit à la mise en accusation de certains responsables militaires. Il s'agit du commandant de l'unité de la garde républicaine, ainsi qu'un commandant du régiment que nous avions par la suite déféré devant l'auditorat supérieur de la ville de Goma, disons de la province du Nord Kivu. Voilà la première étape. Le deuxième jour, nous avons continué à conférer avec les différentes délégations. Là, nous avons été amenés à mesures dont certaines, vous venez de les rappeler ici. C'était les rappels du gouverneur militaire à Kinshasa pour consultation. Il y a eu la suspension des policiers qui étaient chargés de la sécurité de la ville de Goma de ces jours-là, mais aussi nous avions ordonné, ensemble avec l'auditorat supérieur, la libération de quelques militants de mouvements citoyens. Nous avions décidé de la prise en charge des obsèques de toutes les victimes. Et voilà, grosso modo, les mesures que nous avions prises sur place à Goma. Mais je dois ici rappeler que nous avions reçu mandat, non seulement d'écouter, de pénétrer les événements tels qu'ils s'étaient produits, mais également de prendre des décisions comme je viens d'annoncer. Mais nous avons aussi des rapports à faire au gouvernement. La primaire est réservée au chef de l'État, au chef du gouvernement, ainsi qu'au Conseil des ministres pour d'autres mesures qui vont encore suivre. Voilà, Excellence, Monsieur le ministre, en bref, les rapports de ce qui s'est passé à Goma. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour ces rapports, et d'ailleurs, qui arrivent bien avant que vous puissiez le faire en Conseil des ministres. C'est dire toute l'importance que le gouvernement accorde à cette question et la nécessité pour que justice puisse être faite et pour que les familles qui ont été touchées puissent être en mesure de faire leur deuil. On va commencer la série des questions avec Félix Matuidi. Merci beaucoup pour la parole. J'ai deux questions. La première concerne le patron de la territoriale. L'opinion voudrait savoir comment expliquer, dans une province comme le Nord Kivu, placée en état de siège, les services de renseignement n'arrivent pas à déjouer certains plans de certains mouvements, par exemple le cas de l'Église, qui a été assimilé à un groupe armé. Est-ce que ce ne sont pas là des failles qui peuvent être aussi relevées pour que le système soit amélioré? L'autre question concerne le ministre de la Communication. Je voudrais avoir votre réaction. Le mandat de la force régionale de l'EAC a été prorogé de 3 mois. Quelle est la réaction officielle ou encore la position de Kinshasa par rapport à cette prorogation du mandat de la force régionale de l'EAC? Voilà, merci. Le vice-premier ministre va y répondre. Mais je crois que si vous avez suivi les mesures qui ont été annoncées, on a parlé du rappel à Kinshasa, je pense, du commandant chargé du renseignement de la police nationale, et qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses ou des plans qui sont déjoués et qui ne se produisent pas, parce que c'est un travail qui s'est fait au quotidien au niveau des renseignements. Peut-être que le vice-premier ministre qui était sur place peut vous donner plus de détails sur le sujet. Oui, je pense que
le ministre de la Communication a répondu pratiquement à votre question. Si nous avons pris la décision de suspendre les PD et les P3, ceux qui connaissent les abréviations comprennent tout de suite qu'il s'agit des responsables de la sécurité. C'est dans ce sens-là que nous avons pris la mesure de les suspendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les services peuvent être au courant d'un cas. On peut informer aujourd'hui, on ne réagit pas aussitôt. Ces mouvements-là, cette secte s'est déjà produite par deux fois. Et il était question qu'on comprenne de quoi il s'agissait effectivement. C'est lorsqu'on a compris à quoi jouait cette secte, d'abord son animateur est venu du Sud Kivu. Il n'est pas originaire du Nord Kivu. Il a fui le Sud Kivu où il avait des mêlées judiciaires, toujours dans son domaine spirituel. Il est allé à Goma s'installer. Il a commencé à recruter surtout des jeunes qu'il a endoctrinés à sa vie, tant à dire que Dieu veut qu'on instaure un royaume en République démocratique du Congo, lequel royaume va s'étendre jusque dans l'ensemble de l'Afrique, et que cela devait partir des Goma, justement là où sont implantés les bureaux de la MONUSCO, et qu'il fallait ériger un monument de Lumumba à cet endroit-là, et que tout devait partir par là. Alors, lorsque les services ont cherché à comprendre, vous voyez à des institutions internationales dans lesquelles notre pays est membre. Et ces institutions-là ne sont pas venues pour nous faire la guerre. Elles sont venues justement pour essayer de nous accompagner dans les difficultés que nous avons. Donc vous comprenez qu'on veut entraîner la population dans un combat contre la communauté internationale. Et ce qui s'est passé de particulier les 30, bien avant les 30, lorsque ces mouvements annoncent sa marche du 30, l'armée rwandaise se déploie tout au long de notre frontière avec le Rwanda. Les forces spéciales rwandaises sont déployées sur la grande et petite barrière à Goma. Ce qui a davantage motivé nos services à monter les niveaux de vigilance. Alors, comment est-ce que cette unité qui était en contact avec la population et qui a occasionné les incidents que nous déplorons est arrivée là-bas? C'était justement pour prévenir contre les mouvements que nous avons observés du côté rwandais. Nous avons aussi sorti nos unités d'élite pour non pas s'attaquer à la population civile, mais pour justement faire une marche de dissuasion et lancer à l'attention de l'alerte, à l'attention face aux velléités des Rwandais, leur dire que nous sommes prêts au cas où vous oserez traverser les frontières. Malheureusement, pendant qu'ils marchaient, un policier a été kidnappé par les membres de la dite secte et alertés, ils ont pensé aller récupérer les policiers qui étaient entre les mains de la secte. C'est là, une fois arrivé, où on a trouvé, il y a des images qui existent, si vous n'en avez pas, je peux mettre à votre disposition. Ils ont trouvé des gens armés en armes blanches, des bâtons, des lance-pierres, et une discussion vive s'est engagée pendant qu'il y avait des négociations, puisque l'armée est allée d'abord négocier. Et pendant les négociations, on a tenté d'arracher l'arme
à un militaire qui n'a pas su se maîtriser, qui s'est mis à tirer. Donc voilà comment les faits se sont déroulés. Il y a eu des failles sécuritaires, effectivement, c'est ce qui justifie la suspension de certains responsables, notamment policiers. Voilà, merci monsieur le vice-premier ministre pour ces précisions. Il faut rappeler que c'est de la responsabilité du gouvernement d'assurer la sécurité des casques bleus et de toutes les installations de la MONUSCO. Je ne me permets pas de vous rappeler les événements que nous avons connus l'année dernière et les conséquences éventuelles qu'il y a eu. Et donc il y avait nécessité d'avoir un dispositif sécuritaire pour prévenir. Mais hélas, il y a eu ce qui s'est passé et pour les raisons pour lesquelles le vice-premier ministre les a si bien expliquées. Alors, à votre deuxième question sur le renouvellement du mandat de la force régionale, il y avait hier au Kenya, ou ces 2 derniers jours au Kenya, un sommet sur les climats. C'était le premier d'ailleurs sommet consacré à la question du climat qui réunissait les chefs d'État africains et la République démocratique du Congo y a pris part notamment avec le Premier ministre Sama Lukonde. Et il y a eu, comme l'occasion faisant les larrons, il y a eu l'initiative qui a été prise, je pense, par le président burundais qui dirige la communauté de l'Afrique de l'Est pour le moment, pour qu'il y ait cette forme de discussion de haut niveau sur la situation dans l'Est de la RDC. Il y avait justement la question pendante du renouvellement du mandat qui expirait le 8. Elle est pendante parce que nous avons des discussions qui n'ont pas encore été conclues avec l'EAC, notamment sur certaines dispositions du SOFA. Il y a un article du SOFA qui ne précise pas les modalités de retrait, de la force régionale, mais aussi sa durée sur laquelle le gouvernement est encore en train de travailler avec l'EAC. Donc il y a une réunion, un conseil de ministres qui était prévu pour entériner ces dispositions avant de pouvoir disposer. Mais parce que la réunion n'a pas encore eu lieu et que la réunion devrait normalement avoir lieu d'ici la fin du mois, on ne pouvait pas laisser les troupes de ces pays être en République démocratique du Congo sans mandat. Et donc il y avait un besoin de couvrir, mais je pense que les discussions qui se feront en fin de mois pourront nous fixer de manière claire sur le sujet. Peut-être que nous pourrons revenir là-dessus avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a accompagné le Premier ministre dans ces réunions où il a représenté le président de la République. On va prendre la question de Paul Lorgeret. Messieurs les ministres, bonsoir. Paul Lorgerie pour la Deutsche Welle. Merci de me donner la parole. 2 petites questions, une petite question très factuelle et l'autre un peu plus précise. La première question, vous avez dit, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, que le gouvernement allait prendre en charge les obsèques des victimes. Est-ce qu'un nouveau bilan, il y a une guerre des chiffres aujourd'hui, est-ce qu'un nouveau bilan a été dressé de la part du gouvernement sur cette sombre journée? Deuxième question, vous avez parlé d'une rixe qui a eu lieu sur le lieu de l'incident. Un militaire aurait perdu son sang-froid, nous sommes quand même face à une unité d'élite, on parle beaucoup de la garde républicaine. Est-ce qu'il y a eu un ordre de tirer ou vraiment partons tout simplement d'une bourde militaire? Je vous remercie. Bon, on ne va pas anticiper, le vice-premier ministre pourra répondre, on ne va pas anticiper sur l'enquête qui a commencé, je crois qu'il est public aussi. Monsieur le vice-premier ministre, avant de revenir, ils y ont assisté. Ce n'est qu'à travers les auditions des uns et des autres, différents témoins, qu'on pourra véritablement être édifié. Parce que la version que le vice-premier ministre vous donne, c'est les témoignages qui ont été recueillis suivant le premier rapport. Évidemment, les détails des circonstances qui vont arriver, ils pourront être donnés, mais je ne pense pas. Peut-être qu'il y a eu une erreur d'appréciation. Parce qu'il y avait une difficulté, mais sachant, peut-être n'ayant pas tous les renseignements sur ce qui se cachait derrière, dans les sièges de l'Église, n'ayant peut-être pas les intentions violentes étaient connues, elles étaient préméditées. Il y avait lieu d'essayer de pallier à toute cette éventualité. Je ne pense pas qu'il y avait un ordre qui serait venu de quelque part, comme je tente de lire à gauche, à droite, qui dit qu'il fallait tirer sur la population. Non. Monsieur le vice-premier ministre. Oui, concernant les bilans, jusqu'au jour où nous avons quitté Goma, nous
on avait dénombré 51 cas de décès. Il y a également des gens qui sont hospitalisés, dont la situation peut se détériorer à tout moment. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de suivre les soins de toutes ces personnes blessées. Par rapport à l'ordre de tirer, l'affaire est devant la justice. Les personnes qu'on a mis à la disposition de la justice, ce sont des commandants des troupes qui étaient sur place. Il appartient à la justice d'élucider, d'indiquer la responsabilité de chacun. Il n'appartient pas à nous, gouvernement, de dire que c'est tel ou tel autre qui a failli. Mais ce qui est vrai est que ces commandants-là étaient là, sur les lieux. Ce qu'il faut retenir est que nous n'avons pas intérêt à cacher quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas, en tant que gouvernement, envoyer nos forces sur terrain pour aller mater une population, soit-elle hostile. Ça, ce n'est pas la mission du gouvernement. Nous faisons face à une armée étrangère qui occupe notre territoire. Si donc aujourd'hui la ville de Goma, en particulier la province du Nord Kivu, est sous le régime de l'état de siège, ce qui signifie militariser, ce n'est pas pour brimer la population civile, c'est pour la sécuriser, c'est pour empêcher l'ennemi de rester indéfiniment sur notre territoire, cet ennemi qui viole, qui pille, qui tue nos compatriotes. Donc notre armée ne peut en aucun cas être envoyée pour tuer des compatriotes. Voilà. Voilà, on va prendre la question de M. Merci, Excellence. Mes deux questions sont destinées au vice-premier ministre. Excellence, généralement, il est connu que quand il y a des mouvements de manifestations publiques, c'est la police à qui est dévolue la mission de maintien de l'ordre public. Mais là où les gens ne comprennent pas, c'est que l'armée puisse intervenir en ce moment-là. C'est là la grande difficulté. Peut-être que vous avez des explications supplémentaires pour que l'armée puisse venir intervenir pour maintenir l'ordre public. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'armée intervienne? Ma deuxième préoccupation, c'est de savoir, dans les préventions retenues contre les prévenus, il y a le crime contre l'humanité. Est-ce que la CPI ne peut pas se saisir directement de cette prévention-là, étant donné que ça a une ampleur un peu internationale? Merci. Je commence par la dernière question. La CPI ne peut pas intervenir à ce stade, puisque la CPI, c'est une justice de complémentarité. C'est lorsque la justice nationale a failli ou n'a pas bien fait son travail que la CPI peut intervenir. C'est une justice de complémentarité, de subsidiarité. Nous en sommes encore à la justice nationale qui s'est saisie de l'affaire parce que dans notre délégation, il y avait également le militaire général des forces armées congolaises qui assistait. Comme vous le savez, dans ses attributions, il peut se saisir de tout fait qu'il estime infractionnel et de déférer l'infracteur devant la justice. Donc, la CPI ne peut pas se saisir de ces cas, d'autant plus que dans notre arsenal interne, tous ces faits qui ont été commis entrent dans le cadre légal. Il y a lieu que notre justice puisse statuer. Concernant votre première question, pourquoi l'armée et non la police, je crois l'avoir dit en introduction, comment l'armée s'est trouvée là-bas. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons d'abord demandé, puisque c'était une journée annoncée qui devait y avoir la marche de ces mouvements de cette secte, un plan opérationnel a été établi. Et lorsque vous regardez les plans, nulle part il est prévu l'intervention de l'armée.
comme ça se fait toujours, l'armée est toujours placée secondairement. Et la police s'était déployée. Un élément de la police qui revenait de son poste dans la résidence de quelqu'un, il rentrait chez lui le matin, il est capturé par les fidèles de la secte. Et je vous ai dit que le même jour, il a été prévu une marche de dissuasion de l'armée. C'est lorsque ces gens surexcités appréhendent un policier qui était isolé, on informe aux gens, aux militaires qui faisaient la marche de dissuasion, qu'on vient de capturer un policier et qu'on est en train de le lyncher. Si vous n'allez pas vite, on va les tuer. Je pense peut-être, de bonne foi, ils ont cru aller sur les lieux pour libérer les policiers qui étaient arrêtés. Et c'est là qu'il y a eu des accrochages, il y a des vidéos qui ont été enregistrées par des militaires eux-mêmes. Lorsqu'on négociait, parce qu'il y a les directeurs des renseignements de la 34e région militaire qui s'étaient déployés pour négocier avec la foule afin de récupérer les policiers. C'est pendant cette discussion-là. Lorsque vous regarderez les images, peut-être vous en avez puisque ça circule maintenant dans les réseaux sociaux, vous constaterez que c'était une discussion vive. Et pendant ce temps-là, on a tenté de prendre l'arme à un militaire et ce dernier a tiré. C'est de là que le mouvement de panique, c'est parti dans tous les sens. Donc l'armée n'était pas envoyée pour aller ni encadrer la masse, ni fusiller la masse. Il s'agit pour moi d'une bavure militaire. Voilà. De toutes les façons, les responsabilités des uns et des autres doivent être rétablies. Voilà. Afin que les coupables soient châtiés. Voilà. On va prendre la question de Dominique Mukenza. Merci pour la parole, d'Excellence. J'ai des petites questions au VPM. J'allais dire la première, elle serait sans objet, mais elle a déjà été répondue en partie. Concernant le bilan, vous venez de donner, d'avancer le bilan de 51 morts. Donc j'aimerais savoir, parmi ces 51, il y a eu combien de villes de... Parmi les 51. Oui, les 51 morts. Combien de victimes dans la ville? Dans la ville de Goma. Mais écoutez... Dans la ville ou... Dans la ville de Goma. Bon, je crois comprendre bien sa question puisque nous avons été préoccupés par un constat. Il y a eu 51 morts, c'est ce que nous avons appris. Nous avons demandé aux familles des victimes de venir se faire enregistrer. Nous avons constaté que certains corps n'avaient pas de famille. Toujours dans la recherche de la vérité, on nous dira qu'il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus passer nuit dans l'église afin de marcher ensemble les 30. Comme je vous ai dit que messieurs, le gourou de cette église est venu d'ici de Kivu, les renseignements récoltés sur place. Chaque fois qu'il a des manifestations à faire, il fait appel à des gens qui viennent soit d'ici de Kivu ou même de l'autre côté du Rwanda. Donc, on est en train d'appeler les familles à venir se manifester pour qu'on identifie les victimes à leurs familles pour organiser leurs obsèques. La deuxième préoccupation, ça paraît un peu bizarre. Le gouverneur militaire a rappelé à Kinshasa pour raison de consultation, notamment pour éclairer la lanterne des autorités, mais immédiatement, il est remplacé dans les opérations. Que s'est-il passé? On a remplacé personne dans les opérations. Vous savez, le gouverneur militaire a été nommé avec son vice, de sorte que toutes les fonctions qui étaient celles du gouverneur. J'ai vu de manière étonnée hier dans les réseaux sociaux partout dire que les chefs d'état-major adjoints seraient nommés vice-gouverneurs ou intérimaires. Quel est l'acte qu'il a nommé?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dispose d'un acte de nomination? Peut-être c'est sa présence qui a fait que les gens ont cru que c'était lui qui remplaçait les gouverneurs. Il n'y a aucun acte à ce jour qui a démis les gouverneurs de ses fonctions. Il reste gouverneur militaire. Il est rappelé administrativement à Kinshasa pour être consulté. C'est son adjoint, son vice, qui assume l'intérim. Le général Chaligonza est le chef d'état-major général adjoint. Il est dans son rôle d'instruction. Je dois vous dire qu'il n'était pas seul. Il y avait aussi le général Makombo des renseignements militaires. Les deux sont arrivés le même jour. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'autre? On parle seulement du chef d'état-major adjoint. Donc, j'informe à l'opinion qu'on n'a pas nommé un autre gouverneur. L'intérim est assumé par les vice-gouverneurs. Le chef d'état-major général adjoint est là, dans le cadre de ses attributions, d'inspecter les troupes, surtout après la commission de ce que nous sommes en train de déplorer ici. Il était normal qu'il soit le chef d'état-major lui-même pouvait se rendre, soit délégué à son adjoint comme il l'a fait. Voilà, on va prendre la question de Madame Réma. Merci beaucoup pour la question. Monsieur le vice-premier ministre, nous savons bien que ce genre d'événements créent une crise de confiance de la population. Que compte faire le gouvernement à long, à court, à moyen terme pour pouvoir rétablir cette confiance et aussi savoir est-ce qu'il y aura des changements au sein de FARDC dans le Nord ou est-ce qu'il y aura des changements dans le commandement ou bien le remplacement du gouverneur militaire? Avant même que le vice-premier ministre ne puisse répondre, que compte faire le gouvernement? Que fait le gouvernement? Dès que la nouvelle a été annoncée, on s'est réunis d'ailleurs avec le vice-premier ministre autour du premier ministre pour discuter de la question. Il y a eu dans la suite le conseil de ministres du vendredi où les sujets principaux étaient celui-là. Le président de la République a exprimé sa consternation et son effroi. Et c'est pour ça que très rapidement, la délégation ministérielle est descendue sur place parce qu'il est hors de question, face à une telle situation, de ne pas intervenir immédiatement. D'abord parce qu'il faut rassurer la population, s'assurer de la nature des faits qui ont produit et évidemment faire intervenir la justice. Il y a aussi la dimension mort et vous savez ce que cela représente pour nous dans notre culture, le respect dû aux morts et tout ce qui devrait être fait. Et donc, au-delà de la visite et de ce qui a été fait sur place, le gouvernement ne compte pas faire, le gouvernement fait. Monsieur le vice-premier ministre. Oui, merci beaucoup, madame. Effectivement, cet acte n'a pas été bien apprécié par l'opinion de la population tant à Goma que dans l'ensemble de la République. Raison pour laquelle il fallait absolument y faire la lumière pour essayer de restaurer cette confiance entre la population et son armée. J'ai discuté avec des Goma, comme je venais de vous dire. Effectivement, j'avais senti la méfiance, mais les comptes rendus, puisque le rôle était aussi de les rester à la lumière des recueillis sur terrain, qui s'est passé. Ils ont compris qu'il s'agissait des détails, des éléments de l'armée qui sont aujourd'hui de la justice. Chacun d'eux va répondre de son comportement. Je pense que est susceptible de restaurer la confiance entre nous et particulièrement entre l'armée et la population. Mais il y aura quand même des changements au sein des postes de commandement au sein de la province quand même, dans les FARDC. Je ne peux pas vous dire ici qu'il y aura des changements, mais il y aura des sanctions contre tous ceux qui seront reconnus coupables. On ne va pas changer les gens pour les changer. On sanctionnera tous ceux qui ont une responsabilité dans ce qui s'est passé.
Il y a une dimension dans votre question, peut-être que le VPM n'a pas donné beaucoup de détails là-dessus, mais ils ont passé l'essentiel de leur temps à discuter avec la société civile. Parce que vous savez que la situation dans le Nord Kivu est une situation que nous suivons de très près. Et d'ailleurs, nous restons très solidaires de la population de cette partie du pays au regard de tous les drames qu'ils vivent du fait de cette agression. Il faut rappeler qu'il y a plus d'1 million de compatriotes qui sont déplacés et pas loin de Goma, vous avez ces camps des déplacés pour lesquels nous nous dépassons quotidiennement. Et donc il y avait des discussions, notamment avec des mouvements citoyens, et les mouvements citoyens avaient des revendications qui portaient notamment sur la libération de certains de leurs camarades. Je pense que le vice-premier ministre, vous avez accédé à plusieurs demandes, et la démarche du gouvernement consistait justement à écouter la population, parce que c'est un incident qui est arrivé, à écouter les frustrations de la population, à écouter la population parce que c'est elle aussi qui donne voit des situations et qui voit des choses. Et c'est d'ailleurs de ces discussions que c'est tout à l'heure que les rapports seront faits. Et donc le souci principal, vous savez que nous avons terminé récemment les travaux de la table ronde sur la levée de l'état de siège et que le président de la République est en train justement de travailler sur le sujet parce qu'il doit a été faite. L'objectif principal, c'est de nous assurer les actes de la Chambre. Que Monsieur le vice-ministre, vous avez échangé et rétablir pour l'activité du lendemain. Vous avez pris une série de mesures, peut-être conservatoires, notamment le rappel du gouverneur militaire, vous l'avez dit, la suppression des 2 policiers, la libération de quelques militants, la prise en charge de victimes. Suspension. La suspension, oui. Alors, la société civile locale estime que toutes ces mesures-là sont faibles et insuffisantes. Elle avait préféré que vous alliez plus loin, par exemple, le retrait simplement de cette unité d'élite de la province ou de la ville de Goma. Qu'est-ce que vous en dites? Et une question au ministre Mouyaya. Vous avez dit que le gouvernement est préoccupé par cette situation, puisque lors du conseil du 1er septembre, la question a été abordée et le chef de l'État a délégué sur cette mission. Alors, par rapport au nombre de victimes, 51 morts, à quand le deuil national? Viendra ou viendra pas? Oui.
L'armée n'est pas intervenue à 3 heures. L'armée est intervenue vers 6 heures. Bon. 6 heures que ces mouvements avaient commencé à barricader des routes. Et en ce moment-là, la police était déployée. De la secte, c'est lorsque ils vont capturer les policiers qui quittaient son poste, comme je l'ai dit, que l'armée qui faisait la marche, l'armée, je répète, n'était pas destinée à aller s'interposer contre les manifestants, si je peux ainsi dire. C'est lorsque, d'ailleurs les images la journée que les incidents se déroulent. Ceux qui disent que c'est à 3 heures, c'est tout simplement pour montrer que c'était de manière intentionnelle que l'armée s'est rendue là-bas. Non. L'armée avait ces jours-là, d'ailleurs l'ordre opérationnel de l'armée elle-même existe, on me l'a produit, on nous l'a produit, on nous a produit l'ordre opérationnel de ceux qui devaient encadrer les manifestants. Quelques éléments de l'armée ont été appelés au secours d'un policier en danger, d'ailleurs qui a trouvé la mort par lynchage. Et c'est là que tout est parti. Et c'est les jours, puisque les images attestent que c'est pendant les jours. Vous devez avoir vu ces images-là. À 3 heures du matin. Nuit. Par rapport à la deuxième question, vous dites que la société civile souhaite le retrait de cette unité spéciale. Non. Avec de tous, c'est avec Goma fait face à l'agression. Il y a une pression militaire du Rwanda qui veut prendre Goma. Je ne vois pas un citoyen de la ville de Goma souhaiter qu'une unité combattante puisse quitter la ville parce qu'il y a eu ces incidents. Et je dois vous rassurer que après, d'abord, de manière presque unanime, on ne reconnaît pas ces fameux mouvements qui se cachent sous l'appellation de Wazalendo, cette secte. Tout le monde condamne, tout le monde dit l'avoir suspecté, et je n'ai pas entendu même une fois un membre de la société civile ou d'une autre sphère nous dire que nous ne voulons pas de cette unité de l'armée. Et pour répondre à la question que vous m'avez destinée, je crois qu'il faut faire la part des choses. Les provinces sous état de siège, le Nord Kivu et l'Ituri, les sont parce qu'il y avait des menaces sécuritaires. Quelle est la mission de l'armée? C'est d'assurer la défense du territoire. Comme le vice-premier ministre l'a dit tout à l'heure, il y a une pression qui s'exerce dans cette partie de la République démocratique du Congo qui justifie justement la présence de ces militaires. Et même jusqu'à aujourd'hui, parce que la menace demeure, même si sur la ligne des fronts, il y a cette forme d'observation de cessez-le-feu, en tout cas de notre part, mais cela ne nous empêche pas de garder les dispositifs en place parce que le vice-premier ministre vous a dit tout à l'heure les velléités des autres et les intentions qui sont à peine voilées. Je le disais ici, il raconte que nous préparons, nous voulons faire la guerre, mais en réalité c'est eux qui sont sur le pied de guerre parce qu'ils ont des velléités économiques sur lesquelles nous sommes revenus plusieurs fois au courant de cet exercice. Alors, vous avez dit que le gouvernement était préoccupé, nous le sommes. Et comme le vice-premier ministre l'a dit tout à l'heure, nous n'avons rien à craindre, donc nous n'avons rien à cacher. Nous faisons un exercice, y compris ces briefings, qui rentrent dans le cadre de la redevabilité et de la transparence, parce que nous devons la vérité aux Congolais qui nous ont donné le mandat que nous exerçons. Le jour de l'événement, le communiqué qui a été fait le jour qui a suivi l'événement parlait de 43 morts. Le vice-premier ministre s'est rendu sur place
il y a une situation évolutive, notamment par rapport à certaines personnes blessées et tout ça. On est venu, il a communiqué les chiffres tels qu'ils ont évolué. Je pense même que dans les communiqués que nous avions faits, nous avions parlé de 156 blessés, interpellés. On avait donné tous les chiffres de manière détaillée pour nous assurer que nous sommes transparents, pour qu'on ne nous reproche pas comme si nous avions quelque chose à cacher. C'est un incident qui est arrivé, nous les déplorons, mais que pour la suite, nous devons gérer en toute responsabilité. Alors, vous avez posé la question sur les deuils nationaux. C'est moi qui ai parlé ici, vous étiez dans la salle, de cette compassion que nous devons tous observer. Mais il fallait qu'il y ait le retour de la mission. Le vice-premier ministre est revenu. Ils feront le compte-rendu de la mission au Conseil des ministres dès vendredi. Il vous a dit aussi que d'autres mesures seront prises. Pourquoi sûrement qu'on mettrait les drapeaux en berne le jour de l'organisation des obsèques de ses compatriotes, pour lequel il faut précédemment arriver à identifier les familles. S'il se trouve, suivant les premiers éléments qui nous ont été donnés, que certains en tout cas de ceux qui sont décédés n'habitaient pas Goma. Certains venaient, on a parlé des Idjouis, d'autres ont parlé de Calais, d'autres ont parlé d'autres régions. Il faut d'abord, avant de vouloir faire les deuils d'un citoyen qui est décédé, être en mesure de trouver ses membres de famille qui en soient informés, parce que c'est les membres de famille qui disposent. Et donc, il faut compter sur nous, sur le travail qui s'est fait pour que, le moment venu, nous puissions faire les obsèques, rendre hommage à ces compatriotes qui ont été fauchés. De ce côté-là, vous pouvez compter sur nous. Je vous en prie, Monsieur le vice-premier ministre, allez-y. Je voudrais ajouter quelque chose à l'attention de la communauté nationale. Et cette question, nous en avons débattu longuement avec les habitants de Goma qui ont compris de quoi il s'agit. Vous voyez, aujourd'hui, il y a, par principe, le gouvernement a condamné, condamne et condamnera ce qui s'est passé. Et nous avons été dépêchés justement pour comprendre et faire rapport. Dans notre compréhension des choses, il y a des défaillances du côté de l'armée, puisqu'il y a eu des morts par balle. Ça, c'est un fait indéniable que le gouvernement ne va pas nier. Nous n'avons pas intérêt, mon collègue vient de le dire. Mais il y a également une tentative de récupération. De récupération pour charger le gouvernement, notamment sur les chiffres. La question que vous posez sur l'heure à laquelle les événements se seraient déroulés, tout ça, c'est pour amplifier, donner une autre connotation. C'est une préparation même de la contestation de toutes les décisions que pourrait prendre la justice. On joue sur les chiffres, tout ça. Ceux qui sont morts sont des compatriotes. Le gouvernement n'a aucun intérêt à cacher quoi que ce soit. Nous venons de là. D'ailleurs, si je n'ai pas été poussé à le dire, je n'allais pas le dire. Il y a des personnes jusqu'au jour d'aujourd'hui dont les familles ne sont pas connues. En tant que gouvernement, nous devons connaître d'où est venu ces gens-là. Ils viennent d'où? Ils sont de quelle famille? Ce sont des questions importantes que nous devons intégrer dans notre analyse en tant que peuple, en tant que nation. D'autant plus que dans cette partie de la République, nous faisons face à une agression rwandaise. Nul n'ignore aujourd'hui que le Rwanda a infiltré notre société et continue à infiltrer. Nul n'ignore que le Rwanda a manipulé et continue à manipuler. Donc nous devons être vigilants sur tout ce qui arrive, surtout dans cette partie de la République et même dans d'autres territoires, pour analyser avec beaucoup de froideur certains faits qui se présentent devant nous. Voilà. Voilà, on va prendre les 3 dernières questions en série parce que nous devons libérer l'antenne dans 5 minutes. On va prendre Mbelechi, Marlon Kachamou et Blaise Bokokia. Merci, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur. Selon nos sources, il y a un problème de commandement au sein de l'armée au Nord Kivu.
il semblerait que l'opération a été effectuée par la garde, l'unité spéciale, sans que le gouverneur militaire ne soit au courant. Il semblerait que lors de ces revenus de Kinshasa, une autre question... Vous revenez sur des questions pour lesquelles on a déjà donné des réponses. Quel parallélisme entre... parce qu'on dit à Goma, il n'y a pas de deuil. Le deuil se tient plus au sud Kivu. Quel parallélisme faites-vous entre ces situations? Les Ouazalais seraient venus du sud Kivu qui ont été tués à Goma, ou vous venez d'effectuer votre enquête? Dites-nous réellement ce qui s'était passé. Je crois que le vice-premier ministre... Sauf si vous souhaitez que je dise autre chose que ce que j'ai dit. J'ai voulu être le plus franc possible, parce que nous n'avons pas à cacher. Je vous ai expliqué que les événements, il y a une manifestation qui était prévue pour les 30. Avant les 30, on a observé les déploiements. Ce que j'ai dit est vérifiable. J'ai dit ici qu'avant les 30, on a constaté les déploiements des forces spéciales rwandaises à la grande et petite barrière, donc le long de nos frontières, en prévision d'une marche annoncée par une secte qui est supposée être congolaise. Mais le Rwanda prend des dispositions à ses frontières. Laquelle marche est dirigée spécialement contre des structures de la communauté internationale. On devait prendre ça au sérieux. 2. L'armée est sortie quoi? J'ai expliqué qu'il s'agissait d'une marche de dissuasion. C'est normal, c'est stratégique. Comme cela a été fait à Kinshasa. Comme cela a été fait à Kinshasa d'ailleurs. C'était un message qu'on lançait aussi de l'autre côté. J'ai expliqué en troisième lieu que malheureusement, la secte a capturé un membre de la police nationale congolaise qu'elle a ramené dans son église. Et que les militaires qui étaient en train de faire la marche de dissuasion ont été informés qu'on venait de ravir un policier. Ils sont allés justement pour aller chercher les policiers qui étaient capturés par les membres de cette secte, et à l'occasion, il y a eu des dérapages que nous déplorons. C'est ça les faits. L'ordre venu de Kinshasa, c'est la justice qui établira si l'ordre est venu de Kinshasa. On le saura. Le procès est public. Il a commencé hier. Je pense que ça se poursuit aujourd'hui. À l'issue du procès, toute la lumière sera faite, d'autant plus que de part et d'autre, il y a des avocats pour aider à l'éclatement de la vérité. Si vous ne voulez pas me croire et que vous avez votre vérité à vous, dites-le à la population. Vous êtes libre de le faire. On va prendre Marlon Kachamou. Blaise Boko qui allez-y, on va prendre la série pour répondre en une fois. Bonsoir Excellence. J'ai deux petites questions. La première question, c'est pour le vice-premier ministre de l'Intérieur. Le gouverneur militaire a été rappelé à Kinshasa avec deux autres officiers. Et pourquoi vous, les vice-premiers ministres de l'Intérieur, vous ne démissionnez pas, vous et le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba? Parce que quand on vous a suivi, vous semblez ne pas maîtriser la situation, et aujourd'hui vous donnez l'impression de subir les événements en lieu et place de les prévenir. Une autre question, ministre de la Communication et Médias, ça concerne les transports à Kinshasa. Pourquoi vous ne ramenez pas ici M. Ngobila, mais également le ministre des Transports? Parce qu'aujourd'hui, la grille tarifaire à Kinshasa n'est pas respectée. La population est en train de subir en lieu et place de bénéficier des acquis du gouvernement. Et une dernière préoccupation, est-ce que les démarches concernant les rapatriements du corps des STEFI ont déjà été amorcées pour que nous, à notre niveau, puissions aussi nous préparer? Merci. Marlon Kacham. Vous demandez ma démission parce que je serais en train de subir des événements? Non. Nous ne subissons pas des événements. Nous sommes devant un cas fortuit.
un cas qui est arrivé qui n'a pas été préparé, un dérapage et qui arrive partout, hein, on voit qui arrive, voilà. Donc, je démissionnerai lorsque je me sentirai responsable d'un fait que j'aurais évité, que j'aurais dû éviter et que je n'ai pas fait. Les explications sont tellement claires qu'il est difficile aujourd'hui de rechercher la responsabilité au sein du gouvernement. Voilà. Je ne vais pas revenir sur les explications parce que toute personne de bonne foi qui a compris les explications ne peut pas chercher des responsabilités ailleurs que sur les lieux où les faits se sont commis. Voilà. Alors, la question que vous me posez, en réalité, vous devez la poser au vice-premier ministre. Je crois que la question aurait été d'ailleurs plus intéressante pour lui que lui demander ce que vous avez demandé au départ, parce que nous parlions justement avec les gouverneurs de la ville avant ces briefings sur le transport à Kinshasa. Peut-être que le vice-premier ministre qui a dans son portefeuille la gestion notamment des relations avec les gouverneurs peut nous dire un mot, parce que monsieur le vice-premier ministre, les embouteillages dans la ville, c'est exécrable. Oui, comme vous l'avez dit, avant d'entrer dans cette salle, j'ai appelé en présence de mon collègue, le gouverneur de la ville, pour lui demander de prendre ces problèmes à bras le corps. Il m'a promis qu'il allait le faire. C'est ça mon rôle, c'est d'intervenir dans des situations comme ça, d'essayer de... Vous savez, j'interviens de temps à autre dans la régulation de la circulation, ce qui me vaut parfois la critique de mes compatriotes. Ça veut dire que moi, je prêche par l'exemple. Ce n'est pas normalement mon rôle de me mettre sur les rues en train de réguler, mais je vais lancer un message à ceux qui sont commis à cette tâche de le faire et de le faire bien. Nous sommes en train d'y travailler. À mon niveau, j'y travaille, mais j'essaie aussi de bousculer les gouverneurs pour qu'ils fassent sa part, puisque en réalité, c'est lui qui a la charge de la gestion de la vie. Nous intervenons parce que ici, c'est le siège du gouvernement et nous-mêmes, nous sommes directement concernés. Voilà pourquoi parfois nous descendons pour faire le travail que le gouvernement provincial devait faire. Je considère votre question comme une interpellation à l'endroit du gouverneur et je pense qu'il a suivi. Il m'a promis de s'y employer et je vais l'accompagner dans l'effort pour essayer de lutter contre ce phénomène. Mais actuellement, ça s'est encore aggravé avec la rentrée scolaire. Vous allez comprendre aussi les comportements inciviques de plusieurs d'entre nous qui ne veulent pas observer les règles de la route. Ce qui fait qu'il faut mettre derrière chaque Congolais un policier pour essayer de les redresser. Il s'agit d'une question d'intérêt national. Ça nous concerne tous, ceux que nous vivons sur la rue. Je pense qu'un jour, je vous attraperai vous-même qui vous préoccupez de cette question en train de marcher contre les codes de la route. Ça, je vous promets que je vous attraperai un jour parce que la plupart des gens ne veulent pas respecter les codes de la route et lorsque ça bloque, on rejette la responsabilité sur la police, sur les gouvernements. Donc, nous devons comprendre que c'est notre vie. Nous ne devons pas la pourrir. Nous sommes en train de nous pourrir la vie nous-mêmes. Et lorsque nous nous pourrissons la vie, et puis nous disons, ben, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute de l'autre. Et l'autre ici, c'est le gouvernement. Et si le gouvernement doit placer les policiers, comme je l'ai dit, avec fouet, on va crier aux violations des droits de l'homme, alors que les Congolais, pour comprendre parfois, il faut un peu fouetter. Hein. Si nous nous mettons d'accord sur les principes, qu'il n'y ait pas des gens qui dénoncent les fouets, je pense que tout de suite nous allons régler cette affaire des embouteillages. Qui est l'effet de nous tous. Ce n'est pas l'effet de la police, ce n'est pas l'effet du gouvernement. Le gouvernement n'a jamais envoyé des gens faire ces désordres sur la route. Voilà. D'ailleurs, ce soir, j'ai assisté lorsque vous parliez avec les commandants de la police pour prendre des positions dans certains points chauds et dégager la circulation. J'espère que demain matin, ça le sera
aussi et que les dispositifs qui accompagnent la rentrée scolaire se mettra véritablement en place. Alors, on est à l'heure du journal. Il y a 2 journalistes de la RTNC qui veulent prendre la parole. Vous prendrez la responsabilité du retard de JT. Posez une question chacun de vous, Blaise Bokokia et Oscar Mbal, s'il vous plaît, et nous pourrons vous répondre. Rapidement alors. Mais pas une question déjà posée, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Merci, Excellence. Question posée au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Au regard de cette boucherie humaine qu'on a constatée dans la ville de Goma, le gouverneur militaire est rappelé en consultation à Kinshasa. Quelle est sa part de responsabilité? Cette consultation prendra combien de temps? Deuxième question. C'était une question, Bokokia. Pardon? C'était une question. Oh là là. Okay. Oscar Mbal, venez poser votre question, s'il vous plaît. Mais laissez-les poser la dernière, s'il vous plaît. Il prendra la responsabilité du retard. Il est déjà responsable. Excellence, monsieur le vice-premier ministre, je voudrais savoir si Wazalendo a une personnalité juridique et que sa marche aurait été autorisée par les autorités de la province parce qu'il y a un malentendu qui persiste. Nous sommes dans un régime d'autorisation ou d'information. Merci. Écoutez, la dernière question, la secte n'est pas Wazalendo dans le Nord Kivu, signifie tout simplement patriote. Ce sont des jeunes gens qui s'organisent pour résister contre l'agression rwandaise. Et que cette secte n'a rien à voir avec. Qu'il y ait personnalité juridique ou pas, l'état de siège interdit toute manifestation publique de cette ampleur-là. Rien qu'avec ça, on devait clore le débat. Ils ont marché contre la loi. Ils sont à la base de ce qui s'est passé, ce que vous appelez boucherie humaine. Pour cela, ils doivent aussi être jugés autant que des militaires qui ont dérapé. C'est ce qu'on appelle aussi l'état des droits et la justice. Par rapport à la responsabilité du gouverneur, il y a certainement une responsabilité politique, administrative, pour laquelle il est appelé ici. La durée, je ne sais pas encore. C'est à l'issue des consultations qu'une décision sera prise vis-à-vis du gouverneur militaire. Voilà. Oscar Mbal. J'ai une petite préoccupation. Les procès en flagrance a commencé à Goma. Des officiers militaires et même ceux de la police sont en train de comparaître. Après mes sources, j'ai contacté mes sources à Goma et vous pouvez voir des plus hauts gradés de l'armée, tout comme de la police, comparaître parce que l'ordre vient souvent d'en haut. En pareille circonstance, c'est souvent, entre guillemets, passez-moi les termes, des minables policiers ou militaires qui sont souvent condamnés et les plus hauts gradés et se promènent librement. Peut-être une précision, détail par rapport au rappel du gouverneur militaire ici à Kinshasa. Au lendemain du carnage, le gouvernement central, le chef de l'État a dépêché la mission gouvernementale. Pourquoi n'a pas revoir consulter le gouverneur sur place et les ramener à Kinshasa? Qu'est-ce qui se cache derrière? Merci. Écoutez, je crois qu'il faut qu'on évite la confusion. Parce que je vois que, d'abord, il y a toujours une très mauvaise interprétation de ce que nous disons. Parce que, par exemple, j'ai vu des réactions quand on a sorti le premier communiqué de certains laboratoires, parce qu'il y a visiblement une récupération politique qui est faite sur des cas, des incidents qui peuvent arriver. Lorsque un militaire américain prend son fusil et tue une dizaine de personnes dans un camp ou dans une école, je n'entends pas des gens dire, en tout cas nous suivons CNN, les médias américains, dire qu'il a reçu un ordre quelconque pour un cas de dérapage. Et pour ces cas précis, lorsque nous avions fait, nous, le premier communiqué, nous avions dit que justice devrait être faite. Lorsqu'il y a un policier qui est lapidé, lorsqu'il y a des intentions qui ont été clairement exprimées, à travers notamment
d'une radio sur les lieux. Lorsque la manifestation qui n'était pas autorisée, parce que nous sommes sous un régime d'état de siège, lorsqu'il y a des cas comme ceux-là, il y a besoin d'une intervention. Et lorsqu'il y a dérapage, sûrement parce que l'officier ou ceux qui intervenaient n'avaient pas totalement bien apprécié les événements. Et donc, en ce moment-là, le commandant ou c'est lui qui sur le lieu, n'a-t-il pas eu le réflexe de se référer à son autorité? Pour le reste, on a un procès, les militaires sont des spécialistes, l'auditeur général était sur place, on pourra édifier. Ici, il faut tout de suite taire, justement, et c'est pour ça que nous faisons cet exercice, qui est délicat, parce que nous venons vous parler d'un sujet qui, nous-mêmes, nous consterne, parce que le président a été consterné, autant que nous tous, de voir le nombre de compatriotes fauchés par cet incident. Et lorsque nous venons faire un exercice de transparence sur les sujets, je pense que c'est inédit, c'est des choses que nous ne voyons pas par les passés dans ce pays. Et donc, si nous les faisons, c'est justement pour éviter que tous ces mauvais laboratoires qui veulent voir les Noirs, qui veulent voir, et c'est dans ces mêmes ordres d'ailleurs qu'il y a eu ce que nous avions dénoncé hier sur les fameux faux rapports qu'on a voulu attribuer à l'ANR sur la mort de notre collègue Chérubin. C'est pour ça que nous faisons ces exercices de redevabilité, pour que nous puissions tous être au même diapason, pour les bien-pensants, comme le disait Nicolas Kazadi, ou pour les personnes de bonne foi. Donc ici, il faut que les esprits restent dans le cadre. Quel aurait été l'intérêt du gouvernement central de donner un tel ordre, alors que notre préoccupation première aujourd'hui, c'est de voir comment nos compatriotes déplacés retournent chez eux, c'est de voir comment ceux qui n'ont pas pu s'enrôler s'enrôlent pour voter. Comment vous voulez croire qu'un gouvernement qui veut travailler pour régler les problèmes de population donne des ordres pour que certaines personnes de cette population puissent connaître la mort dans des conditions effroyables? Donc il faut considérer que c'est un incident qui est arrivé parce qu'il y a eu déficit d'appréciation pour lequel on tire des conséquences. Nous avions dit que justice sera faite à tout prix. On avait demandé à toutes les autorités de prêter contribution à la démarche qui est en cours. Je pense qu'il faut faire confiance à la justice pour la manifestation de la vérité, et je pense que c'est ça qui va tous nous édifier. Monsieur le vice-premier ministre. Oui, je pense que vous avez pratiquement répondu à la première préoccupation de notre ami. Je comprends en posant cette question, vous réfléchissez comme tous ceux qui pensent qu'il y aura certainement manipulation de la justice et que la vérité ne sera pas dite. Je dois vous rassurer et rassurer à l'opinion internationale que nous avons besoin de la vérité tout autant que nous recherchons la vérité dans les dossiers Chérubin. En dépit de tout ce qu'on raconte, nous avons fait associer, excusez-moi d'ouvrir une brèche par rapport au dossier Chérubin. Le gouvernement de la République a sollicité officiellement à certains pays amis d'envoyer leurs experts afin que nous puissions connaître ce qui s'est passé avec la mort de Chérubin. Pour un gouvernement qui veut cacher la vérité, on ne peut pas aller dans cette démarche-là. Les experts sud-africains sont venus en des vagues, des plus hauts, disons, des gens qui ont une réputation en matière d'enquête, sont venus dans ces pays mener des enquêtes autour de la mort de Chérubin. Nous avons, le président de la République avait sollicité du Premier ministre belge pour qu'on envoie un expert. On avait envoyé une dame qui a séjourné ici, qui j'espère elle va aussi donner les conclusions de ces enquêtes. Nous avons écrit à l'ambassadrice américaine qui nous avait promis d'envoyer aussi des experts américains. Nous avons également à la MONUSCO qui participe activement aux enquêtes, sauf si le gouvernement congolais va s'entendre avec tous ces gens-là pour mentir à l'opinion tant nationale qu'internationale. Donc nous devons avoir la bonne foi
de dire les choses correctement pour ne pas toujours chercher à accabler. Vous pensez accabler les individus qui sont au gouvernement, mais en réalité, vous accablez votre pays. Parce que l'image là ne va pas coller qu'à ceux qui sont dans les institutions aujourd'hui. Ça va coller au pays. On dira qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de justice, et c'est le pays qui en pâtit. Alors, pourquoi pas de hauts gradés? Je ne sais pas pourquoi on doit absolument impliquer les hauts gradés. Le commandant de la brigade en question, c'est un colonel Foul, c'est quand même un haut gradé, c'est le numéro 1 de cette unité de l'armée dans la province du Nord Kivu. De sorte que c'est lui qui est bien placé pour dire d'où était venu l'ordre. Il est devant la justice, poursuivi pour crimes contre l'humanité. Je pense que c'est les lieux où il pourra dire la vérité, qui lui a donné l'ordre. Il faut laisser la justice faire son travail. Comme le dit mon collègue, nous devrions d'ailleurs nous taire du moment où la justice a été activée. Mais par souci de redevabilité, nous avons accepté de nous prêter à ce jeu, non pas pour... si je me mets aujourd'hui à vous dire, il n'y a aucun haut gradé qui est concerné, on va dire, ah voilà, il va orienter la justice. Si je dis, telle personne a ça, je vais me mettre à la place de la justice avant même la décision judiciaire. Je vous ai donné les faits tels que ça s'est déroulé. Les restes, on laisse à la justice déterminer la responsabilité d'un chacun. Pourquoi avoir rappelé les gouverneurs à Kinshasa et non pas à Goma? Je vous ai dit qu'il y a des raisons d'ordre politique et administratif. Je ne vais pas en dire plus. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons, Monsieur le Vice-Premier ministre, terminer cet exercice, sauf si vous avez un petit mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est, une fois de plus, d'en appeler à la conscience nationale pour l'ensemble du peuple congolais en général et en particulier pour nos compatriotes du Nord Kivu, dont la province fait face à des attaques meurtrières depuis maintenant des décennies. L'ennemi tente de nous dresser, de nous opposer entre nous. Il est vrai qu'il y a eu des dérapages. Il y a lieu de considérer qu'il s'agit des dérapages de quelques éléments de l'armée qui sont en train d'être jugés. La population doit continuer à faire confiance en l'armée et à notre justice également qui est en train de se pencher sur la question. Le gouvernement est plus que déterminé pour faire éclater la vérité parce que nous n'avons pas besoin de cacher quoi que ce soit. C'est ça qui caractérise et caractérisera toujours le gouvernement sous le règne de Félix Tshisekedi, c'est dire des vérités puisque c'est la vérité qui élève une nation. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour vos mots. Nous aurons sûrement l'occasion de reparler du sujet parce que ça fera l'objet des points que le Vice-Premier ministre abordera au Conseil des ministres de vendredi. Ce soir, nous avons voulu répondre justement à ces devoirs de transparence et d'information pour éviter justement que la manipulation ne puisse semer les doutes dans la tête des Congolais, particulièrement de population de Goma, avec qui nous sommes très solidaires à la suite de ces drames, mais aussi à la suite de toutes les situations qui sont vécues là-bas. Et donc, nous allons continuer, il faut continuer à faire confiance à l'armée et aux autorités établies. Nous travaillons pour que la justice puisse être dite et pour garantir la sécurité à toutes nos populations. Bonne soirée chez vous, nous nous retrouverons à un prochain exercice. Merci.